Salut à toutes et tous. Cette vidéo parce que je viens de voir Madame Firmin Lebaudot, donc ministre de la Santé aux côtés de François Braun, se réjouir de la mise en œuvre de la loi RIST. Et elle nous dit c'est merveilleux, les pharmaciens, ce qu'elle est d'ailleurs, vont pouvoir renouveler les ordonnances au bout de 3 mois pour les médecins, pour les patients qui ne trouvent pas de médecin, etc., etc. Alors toujours avec le même cynisme qui vise à dire, mais on va donner du temps au médecin, et puis le médecin, ça reste la pierre angulaire évidemment du système, et puis on fait confiance aux soignants. Je ne sais pas si vous avez vu cette loi RIST donc, qui dépaisse la médecine libérale et notamment la médecine générale, et puis la loi Garot, et puis la loi Valtou, les propositions de loi. À chaque fois, on vous met en avant que ce sont des lois de confiance aux professionnels de santé. Et à chaque étage, vous remarquerez que pour les médecins libéraux, à chaque étage, c'est plus d'encadrement, plus d'obligations, plus de servitude, etc. C'est ça leur mode de confiance en ces médecins libéraux qu'ils ne connaissent pas du tout, au point d'avoir, par leurs erreurs successives, massacré leur profession. Je vous rappelle que la PPL Valtou va être étudiée le 12 juin à l'Assemblée nationale, que au sein de la loi Valtou, je vais y revenir, il y aura des briques entières de la loi Garot, probablement. Et la loi Garot, pour vous rappeler ce que c'était, c'est cette loi appelée transpartisane par Monsieur Guillaume Garot, député socialiste, qui a porté les lois Touraine, qui ont flingué, qui ont commencé à flinguer ou fini de flinguer la médecine libérale, transpartisane parce que construite avec 80 et quelques députés de différents horizons. Donc vous imaginez bien que s'ils ont dealé d'intégrer des briques de la loi Garot à la loi Valtou, ça veut dire que Renaissance, Horizon et la NUPES, et puis sans doute quelques LR, sont d'accord avec ces propositions de loi, qui ont donc toutes les chances, ou tous les risques pour nous, d'être votées. L'article 1 de la PPL Valtou, c'est ce fameux article qui donne aux médecins la responsabilité territoriale populationnelle, et qui dit, si au bout de 10 mois, les problèmes de territoire n'ont pas été réglés, l'ARS reprend la main. Je vous rappelle que dans les missions régaliennes des CPTS, il y a précisément la responsabilité populationnelle. Et c'est pas anodin qu'ils emploient cette phrase, parce que ça veut dire la même chose, puisque au sein de cette PPL Valtou, je vous rappelle qu'il y a un article qui nous dit aussi que les médecins, par défaut, sont intégrés au CPTS, c'est-à-dire que tous, vous allez vous retrouver par défaut dans les CPTS. Pourquoi ils font ça? D'abord parce que ça renforce votre responsabilité populationnelle. Et puis, comme légalement, les médecins seront tous dans les CPTS, ça va leur permettre, par la loi, d'intégrer au CPTS différentes choses, différents dits avantages ou subventions qui ne concerneront que les médecins dans les CPTS. Et il ne pourra pas y avoir d'attaque pour distorsion en quelque sorte de traitement puisque par défaut, tous les médecins sont dans les CPTS. Et donc ça sera un choix individuel pour le médecin par une lettre avec accusé de réception très certainement avec une date limite d'envoi, chaque année même date, etc. comme ça peut exister pour la ROSP. Ça permettra aux politiques donc de dire écoutez, le médecin a fait le choix de ne pas intégrer la CPTS et donc il ne peut bénéficier des subventions que nous allons donner ou des avantages que nous allons donner au CPTS. C'est donc la création d'une sorte de servitude volontaire. C'est-à-dire que le politique, lui, se réfugiera toujours en disant « mais nous, on n'a pas obligé, hein. C'est le médecin qui a fait le choix d'y rester, il peut en sortir ». Alors évidemment, le médecin, s'il ne s'est pas déconventionné, on y reviendra tout à l'heure, et si vous n'avez pas obtenu le secteur 2, etc., le médecin, il va y rester parce que s'il est dehors, il n'aura pas la moitié des avantages, des maigres avantages bien sûr, de ses consoeurs et confrères qui sont restés dans les CPTS. C'est donc une profonde escroquerie. Donc,
encore une fois, article 1, retenez bien ça, qui donne la responsabilité territoriale populationnelle, c'est-à-dire que c'est vous qui allez avoir la responsabilité de faire que chaque acte non programmé est pris en charge, que chaque patient a un médecin traitant, que les gardes sont prises, etc., etc. Sinon, pam pam cucu, par l'ARS, qui au bout de 10 mois voit que ce n'est pas fait, et qui par la loi, peut reprendre la main, et donc vous imposer tout un tas de choses. Autre article, PDSA et PDSES obligatoires. PDSA, donc permanence des soins ambulatoires, ce que nombre d'entre vous connaissent, et puis permanence des soins en établissement de santé, PDSES, pour les spécialistes, notamment à plateau technique, qui sont dans les cliniques, qui devront prendre des gardes territoriales. Et on sait déjà que derrière la tête du politique, ces gardes devront être prises à l'hôpital public, sous la responsabilité du GHT, et vous allez voir qu'il y a un autre article qui aborde ces GHT. Donc, obligation, encore une fois, de garde, faisant fi d'une simple chose, qui est la moyenne d'âge des médecins libéraux. Je vous rappelle que plus de 30% des médecins libéraux ont plus de 60 ans. Et vous savez qu'il y a un chiffre qui nous dit que 40% seulement, disent les politiques, des médecins libéraux assurent la permanence des soins. Mais ce n'est pas ce chiffre qu'il faut regarder. Il faut regarder que ces 40%, et je vais y revenir, de médecins qui assurent les gardes, couvrent 96% du territoire. Donc il n'y a pas de problème de garde. Il n'y a aucun problème de garde. Pourquoi il n'y en a que 40%? Ben, on y revient simplement par la moyenne d'âge. Parce que ceux qui échappent aux gardes et qui prennent la décision de ne pas assurer les gardes, et bien souvent avec l'aval de leurs consoeurs et confrères dans les tours de garde, ce sont précisément ceux qui ont un âge supérieur à 55, 56, 57 ans, qui ont pris des gardes déjà depuis 20 ou 25 ans, et qui ont bien le droit à un repos mérité, parce qu'ils ont assuré cela. Et donc, ce sont les plus jeunes qui souvent prennent ces gardes. Mais là, on va obliger, c'est-à-dire que tous les gens qui ont 60 ans et plus, 30% de la population médicale libérale, on va les obliger à prendre des gardes. Mais quelle profession accepterait ça? Vous avez des gens de 60 ans et plus qui travaillent 55 heures par semaine, à qui on va obliger de prendre des gardes sans repos compensateur. Nous allons avoir quand même un tour de force extraordinaire. Je vous rappelle que la garde est une mission de service public, de santé publique. On va obliger des gens à prendre des gardes, des libéraux, et on ne va pas leur organiser un repos compensateur. C'est une escroquerie phénoménale. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Mais tous les gens de 60 ans et tout ça, ils vont déplaquer. C'est-à-dire que si cette loi passe, les 30% de médecins qui ont plus de 60 ans, dans ces 30%-là, vous allez avoir X% de gens qui vont déplaquer. Et donc, on va avoir 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 médecins en moins d'un coup. Autre article, responsabilité morale donnée au GHT. Le GHT devient entité morale. Pourquoi ils font ça? Mais très simplement pour que le GHT puisse organiser le soin en lien avec la CPTS, où les médecins, vous l'avez vu par l'article 1, etc., ont la responsabilité territoriale. Si le GHT impose en droite ligne, et notamment pour le paiement au parcours de soins, le paiement à l'épisode de soins, vous n'aurez qu'un droit, servitude volontaire, c'est obéir. Et quand on mettra en place le paiement au parcours de soins ou à l'épisode de soins, évidemment, c'est la direction du GHT qui aura l'enveloppe et qui distribuera à chaque intervenant autour du patient la rémunération. Vous êtes médecin de ville, vous arriverez en dernier. Et donc, on vous donnera avec parcimonie ce qu'il reste. Je vous laisse garder ça à l'esprit. Autre article qui vise à favoriser la venue de médecins à diplôme hors Europe, en une espèce de réflexe colonialiste,
puisque vous savez que nos consoeurs et confrères qui travaillent dans les hôpitaux qu'on appelle les PADU sont bien moins bien rémunérés que leurs consoeurs et confrères français pour le même travail. Donc voilà une loi qui va aller taper des cerveaux dans des pays qui en ont besoin pour les prendre en France et les sous-payer. Voilà l'éthique de M. Valtou. À côté de ça, vous avez la loi Rist, j'y reviens, qui vous enlève tout un tas de pans de votre métier, soi-disant pour vous donner du temps, mais qui ne vous paie pas plus. Vous n'avez pas une hausse de vos rémunérations, on vous enlève, mais on ne vous donne pas. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Cette loi est liée le 12 juin, elle est étudiée, avec des pans de la loi Garot, conventionnement sélectif. Vous n'aurez pas le droit de vous installer dans des zones dites surdotées. Alors on sait tous que ça n'existe pas, c'est dans leur fantasme, on le sait. Preuve en est, l'UFML ainsi que un de nos adhérents propose 5 000 € à tout maire qui, sur l'honneur, déclarera « j'ai trop de médecins, je ne veux pas qu'il y en ait qui s'installent ». Ça fait plus d'1 an qu'on a donné cette prime, aucun ne l'a réclamé. Hein. Donc ça n'existe pas, mais c'est dans leur fantasme. Vous n'aurez pas le droit de vous installer dans une zone surdotée, et puis, si vous êtes dans une zone dite en tension, vous n'aurez pas le droit d'en partir sans préavis de 6 mois. Là aussi, toujours plus d'encadrement, un pion, etc. Si l'on veut empêcher cela, certes, je vois des mouvements d'un jour, grève le 9 juin, juste avant l'examen, tout ça. On sait tous que ça ne bloquera pas cela. Il n'y a pas 36 façons de bloquer cela. Soit on fait peur aux députés qui vont appuyer sur le bouton une fois la loi examinée, par une menace extrêmement forte qui est celle de la crise sanitaire majeure, du risque sanitaire. C'est-à-dire on dit, on va se regrouper à plusieurs syndicats, à plusieurs entités, et puis on va annoncer à date le blocage total, long, du système. Grève de plusieurs jours. Ça peut leur foutre la trouille. Et puis si ça ne bloque rien, à ce moment-là, on se déconventionne puisqu'on a l'action des conventionnements collectifs. Deuxième chose, on poursuit l'action des conventionnements collectifs seuls, et puis si on arrive aux chiffres que l'on a dit, on va rediscuter ensuite. Troisième chose, on met là-dedans aussi la demande de secteur 2 pour tous. Parce que le système est au sol, le système est brisé, le système est cassé, le système est saboté. Il n'y a pas 36 solutions pour en sortir et pour développer nos entreprises médicales et notre exercice. Soit on obtient le secteur 2 pour tous, et puis on cote avec une liberté tarifaire, un espace de liberté tarifaire, soit on se déconventionne collectivement. Il n'y a pas d'autre solution, ne cherchez pas, il n'y en a pas d'autre. Les conneries du type grève de télétransmission, machin, tout ça, ça marche pas, ça marche pas. Je voudrais vous attirer votre réflexion sur un autre point, qui est le symbole de la loi Valtou, gavé de la loi Garot, si c'est ce qui se passe. Faites très attention à une chose. Cette loi, c'est la négation même de l'existence des syndicats médicaux. L'État, le gouvernement, décide seul de l'organisation, de la direction, de l'exercice médical. Et il dénie aux syndicats la possibilité d'avoir un quelconque poids décisionnaire. Ça veut dire que l'État prend la décision de dire on va faire sans les médecins. On ne veut pas que les médecins participent aux discussions. On va décider sans eux. Donc il nie l'existence même, le concept même de paritarisme, le concept même de syndicalisme. C'est extrêmement grave, parce que jusqu'à présent, vous aviez des voix, elles sont ce qu'elles sont. Et elles sont différentes, elles peuvent l'être, il y en a 6 syndicats, et puis dans le public, il y en a autant. Mais cette différence fait aussi leur richesse. Et elles sont capables, on l'a prouvé, de se regrouper. Mais ce sont vos voix qui sont portées. Et c'est votre défense qui est organisée. Si l'État nie l'existence même du syndicalisme,
mais il fait ce qu'il veut et surtout, il renvoie le médecin à un vulgaire rôle de prestataire de service. C'est-à-dire que vous êtes corvéable, déplaçable, dépeçable à merci, et puis que l'un vaut bien l'autre. Tous les métiers de la santé sont sur la même ligne. C'est pas du tout péjoratif pour les autres ce que je dis, mais c'est qu'on nie même l'existence du corporatisme dans ce qu'il peut avoir de bon, c'est-à-dire l'expertise de l'organisation d'une profession ne peut venir que de son intérieur, de ceux qui la vivent. Mais là, vous avez bien vu que l'État, les gouvernements successifs, qui par le fait ont fait connerie sur connerie, parce qu'ils n'ont pas entendu, pas assez entendu, les experts de terrain que peuvent être les aides-soignantes pour les aides-soignantes, les infirmières pour les infirmières, les médecins pour les médecins, les pharmaciens pour les pharmaciens, etc. Là, ils prennent la décision de se couper complètement de cette chose-là et de faire seul. Échec assuré. Échec assuré. Là, ils sont en train, vous aviez aujourd'hui Journée internationale de l'infirmière. Vous savez, en France, on adore ces journées où l'on parle tout d'un coup de métiers qu'on ignore superbement le reste du temps. Journée internationale de l'infirmière. Qu'a fait M. Braun, François Braun, notre confrère ministre? Ben, ils ont tiré, je ne sais pas comment ils l'ont fait, ils ont pris 50-60 infirmières et ils vont encore une fois discuter avec elles, faisant croire qu'ils construisent avec la représentation du métier. Mais non, à l'évidence non. Il y a des syndicats pour ça. Il y a des lieux pour ça. Il y a des moments pour ça. Non, ils avancent en niant l'existence même des représentants de la profession. C'est ça que ça veut dire ces lois. Hein. C'est pour ça que le moment que nous vivons est un moment extrêmement important. Et je voudrais vraiment que vous soyez tous conscients de ça. J'entends tous les jours et je vois et je lis tous les jours des gens parmi vous qui nous disent c'est trop lent, ça n'avance pas, ça marche pas, etc., etc. Je parle de déconventionnement collectif, mais ça pourrait être autre chose. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. L'immense majorité des médecins n'est pas sur les réseaux sociaux. L'immense majorité des médecins lit peu. On peut le reprocher, mais c'est comme ça, lit peu la politique professionnelle. Mais, le monstre arrive. Le mur arrive. La PPL Valletoux arrive. Et dans la semaine ou les 10 jours qui vont précéder, on ne va parler que de ça. Et la population médicale va se mobiliser. Nous avons mis une action qui doit lui permettre de voir un chemin tracé, un chemin fléché. Cette action, c'est le déconventionnement collectif. Vous devez tous travailler à celle-ci, tous. Et nous avons placé, comme nous l'avions fait pour Paris, une réunion à Lyon, le 10 juin, c'est-à-dire 2 jours avant l'examen de la loi. 2 jours avant l'examen de la loi. Réunion où nous allons analyser la loi Valletoux, dire comment s'en protéger, quels sont ses dangers, comment s'en protéger, et quel est le rapport entre cette loi et le déconventionnement collectif. Faites l'effort, faites venir, venez. C'est pas loin Lyon, c'est comme Paris, c'est pas loin, hein, rien n'est loin quand votre profession est menacée. Rien n'est loin quand on veut briser ce pourquoi vous vous êtes engagé. Rien n'est loin, je vous y attends. Salut à tous.